Et donc je travaille sur le sujet OVNI depuis plusieurs années. J'ai travaillé dans le cadre de ma recherche personnelle. J'ai eu l'occasion de créer une organisation qui s'appelle la FEA, qui s'intéresse plus particulièrement à l'évolution de la question OVNI au sein des institutions publiques, des pouvoirs publics et des institutions même internationales. À savoir, quand l'ONU, est-ce que l'ONU s'intéresse au sujet? Est-ce que le Conseil de l'Europe s'intéresse au sujet? Est-ce que les autres pays s'intéressent au sujet? Que font-ils? Est-ce que, voilà, tout ce qui est relatif aux institutions publiques. J'ai eu l'occasion aussi de travailler pour le GIPAN, qui était un service en fait du CNES, Centre national d'études spatiales, et donc qui s'intéresse plus particulièrement aux OVNI. Et donc qui récolte l'ensemble des témoignages qui sont versés dans les gendarmeries en France et en Outre-mer, et qui repartent à Paris, ensuite sont redispatchés. Une partie de ces témoignages vont vers le CNES, Centre national d'études spatiales, donc, et au service du GIPAN, qui va les lire, peut-être réfléchir, éventuellement se renseigner, et puis les classer dans des tiroirs. Alors les pans de type A, de B, C, D, E, D, pardon, ça s'arrête à D. Voilà. Donc ça c'était une expérience assez intéressante, puisque j'ai été missionné à quelques reprises sur des enquêtes qui ont débouché sur des choses assez étonnantes, parce qu'au départ j'allais rencontrer des gens qui avaient fait des observations de lumière, et puis à l'arrivée, en fait, c'est bien plus compliqué que ça, et des fois, c'était des rencontres du troisième type même. Voilà. Alors, d'autre part, depuis 2 années, je travaille aussi pour l'Institut Incarí Cusco au Pérou, qui a présenté un ensemble de corps d'êtres inconnus qui ont été retrouvés dans les sous-sols de Nazca. On ne connaît pas on connaît très peu de choses sur le lieu. On sait qu'il est géant. On ne sait pas combien de corps exactement ont été retrouvés, car ce n'est pas nous qui les avons retrouvés. Ce sont des huaqueros, des pilleurs de tombeaux. Et puis, nous, la seule chose que l'on connaît, ce sont les résultats des analyses qui ont été menées sur ces corps, puisque les huaqueros ont accepté de nous prêter ces corps, et donc eh bien, on a fait des datations carbone 14, des radios, des scanners haute définition, on a fait des analyses génétiques. Voilà, on a fait tout un tas d'analyses qui ont été ensuite interprétées par des médecins, des biologistes, enfin des spécialistes, des experts de différents pays, même de France dans certains cas. Et en France, on n'a pas été les moins brillants. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des découvertes faites par certains chercheurs en France qui sont assez étonnants, qui ont aidé, même si elles n'ont pas donné lieu à davantage d'approfondissement. C'est tout un investissement de travailler sur des corps exogènes. Alors, j'essaierai de vous en montrer tout à l'heure. Aujourd'hui, d'accord, j'ai cru que vous demandiez la parole. Ok. Donc aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble quelques informations, quelques réflexions sur les liens que nous pouvons avoir avec d'autres mondes. C'est donc le titre de la conférence. Donc, les liens que nous pouvons avoir avec d'autres mondes. Pourquoi peut-on parler d'autres mondes? Parce que la science a beaucoup... Déjà, on va commencer par la science. La science a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on sait que voilà, dans l'univers, il y a d'innombrables galaxies. On envisage qu'il y ait peut-être 100 milliards de galaxies. Hein, mais on ne sait pas trop, peut-être 200 milliards de galaxies. Nous, on connaît
une galaxie un peu mieux que les autres, la nôtre, qui s'appelle la Voie lactée. Et dans cette Voie lactée, on a détecté quelques centaines de milliards de soleils. Ce sont des estimations, on ne les a pas comptés. Il faut toute une vie pour compter déjà de 0 jusqu'à 1 milliard. Bon, ça met du temps déjà. Donc ce sont des ordinateurs qui font des estimations. Alors, ouais, sur ce panneau, on voit la Voie lactée compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Chaque étoile, c'est un soleil. Un soleil, on en connaît un, le nôtre. Et un soleil comme le nôtre, eh ben, il a, on va dire, 8 planètes. Je suis toujours un peu hésitant parce qu'il y a, vous vous rappelez, il y a Pluton qui a été déclassé. On ne l'est plus considéré comme une planète. Bon. Ce qui laisse envisager dans l'ensemble de la galaxie un nombre considérable de planètes. Alors on a commencé à les détecter depuis les années 90 et on en est à peu près à 4000. Aujourd'hui, on a détecté 4000 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont en dehors de notre système solaire, qui ne sont pas forcément toutes des planètes habitables, parce que pour être une planète habitable, il faut avoir la bonne taille, il faut se trouver dans la zone... Dans la zone où la vie peut se développer, il faut avoir certaines conditions comme ça déjà minimum. On pourrait ajouter aussi, pour terminer sur cette vision que la science a actuellement de l'univers, que vous savez, ces 100 milliards de galaxies auxquelles je viens de faire allusion, qui sont détectées et reconnues, on va dire, par le monde scientifique aujourd'hui. Mais attention, peut-être demain, on va changer de nombre et ça sera peut-être 1000 milliards, bon, ou 10 000 ou 100 000. Donc les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et les vérités d'hier, on les a déjà toutes éliminées. Enfin, pas toutes, mais enfin un certain nombre. Ce que je veux dire, c'est que pour vous donner une autre idée, vous savez, ces 100 milliards de galaxies, comme je vous disais, notre galaxie, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles, ces 100 milliards de galaxies, eh bien, elles sont présentes dans seulement 5% de l'univers. Parce que dans tout l'univers, quand on considère la masse de l'univers et qu'on fait des calculs, on s'aperçoit que, en fait, ce qu'on voit, ça ne représente que 5%. C'est donc l'univers visible. Et il y a une partie qui est complètement inconnue, qui n'est pas visible par nos radiotélescopes. Et là, on ouvre la porte à beaucoup de choses. Nous, on ne connaît, et encore on connaît, on ne peut percevoir que 5%, et nos 100 milliards de galaxies se trouvent dans cette portion-là de l'univers. Juste, c'était un petit tour du côté des découvertes scientifiques, mais pour prolonger un petit peu par rapport à la vie, on peut se demander à ce moment-là si il y a... Les scientifiques se sont posés depuis évidemment longtemps la question de savoir s'il y avait de la vie ailleurs. Est-ce qu'on a de la vie ailleurs? Mathématiquement, si on parle de probabilité, on est obligé, je dirais c'est une obligation intellectuelle de considérer qu'il y a forcément de la vie ailleurs. Forcément, à cause du nombre. Vous savez, c'est comme si vous prenez tous les lotos qui ont eu lieu et vous êtes obligé d'avoir au moins une fois un gagnant. Vous savez, tous les lotos depuis le début de la loterie nationale. Voilà. Vous êtes obligé qu'il y ait au moins une fois, un jour, quelqu'un qui ait gagné les 6 numéros, si c'est le loto, ou les 5, si c'est l'euro-million, avec ces deux. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers, c'est un peu la même chose. Il y a tellement d'étoiles, et donc tellement de planètes, que c'est forcé qu'il y ait de la vie. Alors maintenant, est-ce qu'il y a de la vie intelligente? Est-ce qu'il y a de la vie qui va venir nous contacter? Pour les scientifiques, pour l'instant, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la position actuellement des scientifiques, vous la connaissez. Si nous, on ne sait pas le faire, si on n'a pas de théorie qui permette de le faire, alors il n'y a aucune raison que d'autres aient su le faire. Vous voyez, on est assez arrogant là-dessus et on oublie très très vite que ce qu'on dit aujourd'hui, c'était interdit par la même science il y a à peine 50 ans, quoi. Donc, si nous, on ne sait pas le faire, on n'arrive pas à l'envisager, pourquoi une autre espèce y arriverait, quoi. Donc, c'est impossible de traverser les étoiles selon la science. Enfin, selon la pensée dominante. Parce que, bien sûr, vous avez toujours des scientifiques rebelles qui vont vous dire que
toutes les théories, il faut les remettre en question, que, bon, etc. Officiellement, il n'y a pas de contact. Officiellement, on n'a pas de gouvernement sur Terre, à ma connaissance, qui nous disent oui, il y a des extraterrestres et on a eu un contact avec les extraterrestres. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ce qui nous, évidemment, nous oblige à nous poser les questions suivantes. S'il n'y a pas de contact, est-ce que c'est parce que nous sommes seuls? Donc on a répondu qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'on soit seul. Et si on n'est pas seul, est-ce que c'est parce que nous sommes isolés? Parce qu'on ne veut pas nous contacter. Est-ce que nous sommes, ça c'est la théorie de la, on va dire, de la planète zoo. C'est-à-dire, nous sommes dans un zoo et ils viennent de temps en temps regarder où ils en sont, les sauvages, là en dessous, là. Ah, ils en sont là, d'accord. Ah, ils ne sont pas encore faits. Non, bah non, ils sont encore là. OK. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu la théorie du zoo, où de temps en temps, ils viennent, ils se posent, ils ne se mélangent pas trop parce qu'on ne sait jamais, c'est contagieux. Hein. Donc, voilà. Sommes-nous seuls ou serions-nous isolés? Pourquoi, si nous sommes une espèce qui est à la fois, enfin, qui est infréquentable, pourquoi est-ce que on vient nous rendre visite? Est-ce que ça pourrait être simplement parce qu'on a envie de nous voir? Est-ce que ça serait pour la science? On a envie de comprendre. Vous savez, un sociologue, il arrive et il essaye de regarder un petit peu comment ça marche, les systèmes, le système social, l'évolution. Est-ce que ça pourrait être avec ce regard-là qu'ils viennent nous voir? Ce n'est pas forcément un mystère. La réponse à cette question, je crois qu'on l'a tous. Heureusement, ils ne font pas que nous voir. Quelquefois, il y a interaction. Alors, voilà, par exemple, certaines des interactions que nous avons avec ces gens-là. Tout d'abord, on va partir comment dire, des observations, des détections qui sont réalisées par des radars, qui sont réalisées par des vidéos, par des spécialistes, parfois du domaine de l'armement, qui sont habitués à reconnaître des avions, etc. etc. Bon, déjà, on voit que quand ils viennent, ils font des choses qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas partir d'un coup comme ça, à l'intérieur d'un engin qui va faire 100 G d'un seul coup. Et bon, nous, on mourrait. Donc la vie ne pourrait pas, selon nos technologies, tenir dans un appareil comme ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'ils font. On les a filmées, ils ont été détectés, y compris par des radars militaires. On ne sait pas non plus voler puis faire un angle droit ou un angle aigu. Vous voyez, un angle droit ou un angle encore plus aigu, ou même des fois repartir en arrière directement. Comme s'il n'y avait pas de loi d'inertie. Nous, on ne sait pas lutter vraiment d'une façon efficace contre les lois de masse et d'inertie. On s'appuie sur ces lois-là pour faire voler nos engins, etc. Alors qu'eux, c'est comme si ces lois n'existaient pas. Hein. Comme si c'était un rayon de lumière, et tac, tac, et comme s'ils n'avaient pas de masse. Mais pourtant, ces gens-là, entre guillemets, ces gens-là, hein, ils viennent, des fois ils atterrissent. On peut les percevoir, descendre là, et puis voilà, il y a même des gens qui sortent. Ou des fois, ils interviennent. Alors par exemple, il y a quelques années, nous avons eu une vague de manifestations au-dessus de la France, il n'y a pas longtemps. Hein. On appelait ça les drones. Il y avait des drones, il y avait plein d'enfants qui lançaient des drones au-dessus des centrales nucléaires françaises. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Il y a eu, on n'a pas trop alerté la population, un petit peu quand même, parce que bon, c'est vrai que quand vous avez plus d'une centaine de survols au-dessus de toutes les centrales françaises, ça fait des ordres. Vous avez imaginé ce groupe d'enfants qui passe de centrale en centrale, tout ça en l'espace d'1 mois. C'était au mois de janvier, je crois que c'était 2014. Alors on a des drones comme ça, qui sont irrattrapables, hein, parce que la chasse a été lancée, hein, il y avait des hélicoptères d'interception dans le sud d'ailleurs, et puis bon, le drone il est parti devant, d'un seul coup il était à 9 km, et puis voilà quoi. Ouais. Alors nos politiques, ils ont du mal à parler honnêtement
Mais par contre, les directeurs de centrales ont moins de difficultés. Surtout quand ils répondent à un politique qui demande « Mais alors, est-ce que vous avez eu aussi des drones ?» Et le directeur de la centrale, je crois que c'était du Blayais, répond non, nous, on n'a pas eu de drone, on a eu un ovni. Heureusement, on avait un journaliste pas loin qui avait noté l'échange. Ouais. Donc voilà, on a des centrales qui sont survolées, même plusieurs fois. Une des dernières affaires dont on a été au courant, je pense que vous êtes au courant, c'était dans l'Est de la France. J'ai cité hier cette affaire, j'avais pas le nom déjà, j'avais oublié. Je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle. Ça date du mois de juin de l'année d'avant. Non ? On a une centrale qui a été survolée par tout un tas d'engins. Il y avait les gens qui ont observé la manifestation, c'était 3 gendarmes et 2 personnels de la maintenance. Il faut savoir que autour des centrales, vous avez, françaises, je parle, vous avez une trentaine de gendarmes à chaque fois. Enfin, pas autour qui gardent constamment, mais enfin, vous avez, voilà, c'est à peu près une trentaine de gendarmes. Et donc, les gendarmes et le personnel ont vu défiler ces engins de tailles différentes, de formes différentes, et même de grosses tailles parfois. Et puis, eh bien, l'un des gendarmes a eu un acte malheureux. Il a écrit à Jean-Pierre Petit, un chercheur qui travaille sur le sujet OVNI. Je sais pas, vous connaissez Jean-Pierre Petit, non? Non, personne. Ouais. Il a écrit à Jean-Pierre Petit pour lui décrire ce qui s'était passé. C'était tellement incroyable, il croyait bien faire. Et malheureusement, Jean-Pierre Petit a donné l'affaire à Jean-Claude Bourré, qui lui a diffusé l'affaire. Et donc les gendarmes se sont fait punir. Parce que Jean-Claude Bourré a expliqué que c'était voilà, quoi, que ça venait des gendarmes. Donc quand vous avez des engins comme ça inconnus qui passent au-dessus des centrales, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas les empêcher ni de venir, ni d'atterrir, c'est vrai que ça fait désordre. Pour la France, ça fait désordre. Parce que ça veut dire que nos systèmes de surveillance, de défense, ils sont un petit peu incapables d'empêcher des étrangers de venir, quoi. On n'aime pas trop que ça se sache comme ça, quoi. Ouais, Golfech. C'était la centrale de Golfech. Oui, il y en a eu à Golfech. Non, mais l'année dernière, c'était pas Golfech. C'était Fessenheim, la centrale de Fessenheim. Oui, on est le pays qui a, disons, proportionnellement au nombre d'habitants, le plus de centrales. Alors, c'est intéressant de voir aussi des actions qui sont menées par ces engins et qu'on ne sait pas faire non plus encore, pas pour l'instant, ça viendra, mais... Alors, ils viennent, par exemple, parfois, au-dessus de centres de fabrication des armements. Ça arrive en France. Et puis, ils peuvent venir, par exemple, dans la soirée, quand tout le monde dort. Mais dans ces endroits-là, vous avez toujours des gens qui surveillent. Et puis, soudain, ils projettent un éclairage. Et dans une zone circulaire de, mettons, 500 mètres à la ronde, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les voitures ne peuvent plus circuler, on ne peut plus allumer la lumière, les ordinateurs sont éteints, l'électricité ne fonctionne plus. Si vous sortez en poussant votre voiture de la zone, elle peut redémarrer. Mais si vous la ramenez dans la zone, elle s'éteint. Ça dure comme ça 20 minutes, le temps qu'ils fassent leurs petites affaires, et puis ils repartent. Et puis tout redevient normal. Alors toutes ces interventions-là, comme celle... Alors vous savez, cette année, c'est l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a fait parler d'elle depuis 2001, parce qu'en 67, à la base de Maelstrom, elle était responsable d'une dizaine de missiles nucléaires, comme certains de ses collègues, et ils ont tous été désactivés quand un ovni est passé dans le coin. Et c'est une affaire qui est assez intéressante, parce qu'il faut savoir que les missiles nucléaires sont séparés de plusieurs miles, donc kilomètres. Ils ne sont pas tous au même endroit, vous voyez. Et soudain, tous ces missiles se sont mis en position no-go. Donc, impossible de les lancer, l'électronique était détruite. Mais ce n'est pas qu'elle a été détruite, c'est qu'elle était dysfonctionnelle. Mais du coup, dysfonctionnelle, c'est comme si elle était détruite en réalité pour
pour la défense, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des missiles qui décident de ne plus pouvoir voler, ou, etc. Vous voyez. Donc après, vous êtes obligé de réparer. C'est intéressant de savoir aussi, ce monsieur, quand il a enquêté, qu'il y avait effectivement d'autres missiles qui avaient été désactivés comme ça. Des fois, il les désactive, et des fois, il procède à d'autres agissements très étranges, comme par exemple, dans le cas de l'Ukraine, où vous aviez une centrale de l'URSS, de l'ex-URSS, et c'était pas une centrale, pardon, c'était un site de lancement de missiles nucléaires. Je suis en train d'essayer de me rappeler du nom, mais j'ai bien peur que ça ne revienne pas. Et eh bien là, ils ont activé les missiles. Ils ont activé, peut-être pas tous, je ne me rappelle plus, mais ils ont activé des missiles nucléaires, ils les ont mis en position de lancement. Évidemment, les gens qui étaient aux commandes étaient un petit peu verts à ce moment-là, parce que, bon, voilà quoi. Et tout le monde se demandait ce qui allait se passer, c'était impossible d'intervenir, et soudain, ils les ont replacés en position de sommeil, et ils sont partis. C'est corrélé avec les observations, hein. Il faut savoir qu'il y a des gens qui observaient, hein. C'est des histoires complètement hallucinantes, hein. Bon, on imagine bien que dans les milieux de la défense, c'est le stress total, parce qu'ils vous montrent qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui vous êtes, vous ne vous connaissez pas, mais c'est eux qui ont la maîtrise de vos missiles, quoi, quand même, hein. Donc, tous ces agissements-là peuvent-ils être considérés comme une communication, on va dire, vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis des citoyens, une communication non verbale? A priori, oui. A priori, on peut se le demander. Est-ce qu'il s'agit seulement de tests ou bien est-ce qu'ils veulent montrer quelque chose? Moi, j'ai l'impression que la défense, ils comprennent très très bien les choses assez basiques comme ça, quoi. On vous prive de vos jouets, et puis on vous les redonne. Vous voyez? Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les gens de la défense, comment réagissent les politiques? Pour l'instant, la défense est la grande muette, donc on ne parle pas. Et les politiques, ils aiment bien voir leur carrière évoluer ou éventuellement être réélus, donc on n'en parle pas non plus. Alors, ça continue comme ça depuis au moins, on va dire, les années 50, puisque dans les années 50, c'est là qu'on a le plus détecté d'engins qui survolaient les sites sensibles. Quand on dit sites sensibles, ce ne sont pas seulement les sites nucléaires, ce sont aussi les sites de décision, comme par exemple à Orsay en France, où on a plus des laboratoires ou des centres de décision dans le nucléaire, mais voilà, on n'a pas de missiles nucléaires, on ne fait pas du nucléaire, et pourtant ils sont survolés. L'Élysée, la Maison-Blanche, enfin bon. Ça, c'est une... Oui. C'est le CEA, le Centre d'études nucléaires, qui était basé à Orsay. Ouais. Ça, c'est une portion, en fait, de leurs interventions. C'est une portion qui est intéressante parce qu'elle s'adresse finalement au collectif que nous sommes. Elle s'adresse au collectif que nous sommes, mais bon, ils ont bien compris que ça, c'est des Américains, ça, c'est des Russes. Ça, c'est des Français, ça, c'est des... vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des messages qui sont adressés aux citoyens, mais peut-être plus particulièrement au gouvernement de ces citoyens. Gouvernements qui, généralement, sont mis en place, bien entendu, par les citoyens. Des messages, oui, il est possible que nous en ayons déjà reçus. Ce qui veut dire que si on a reçu des messages, c'est qu'en amont, il y a forcément des collectifs aussi qui ont la capacité de venir jusqu'à chez nous et en tout cas de gruger la totalité de nos moyens d'intervention. Vous savez qu'on a, et c'est entre guillemets, c'est légitime, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi et j'avoue que je comprendrai. Mais c'est légitime pour les moyens de la défense, pour la défense, qu'elle soit américaine ou autre, de tenter d'intercepter un de ces engins. Quand vous avez un engin qui survole vos sites nucléaires, vos bases aériennes, vos sous-marins, vos porte-avions, et c'est le cas en France, on a ce genre d'affaires, eh bien, quand on est militaire, on est obligé de tenter de voir là une menace. On est obligé de
de chercher à se libérer de la supériorité des autres. Alors, les militaires, ils ont souvent tenté de les abattre. Je crois que ceux qui ont le plus tenté, c'est quand même les Américains, hein. Là-dessus, ils sont assez forts, hein. Enfin, pour tenter, hein. Après, pour les abattre, ça reste encore un des plus grands secrets de la Terre actuellement. Est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui savent maintenant. Vous avez vu pour la zone 51, 1 ou 2 millions de personnes qui ont envie d'ouvrir la zone. Que vont faire les Américains? Que va faire la défense? Est-ce que ces gens vont vraiment se mobiliser et aller dans la zone 51? Alors, c'est assez intéressant cette situation parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, vous avez des lois fédérales et vous avez sans doute entendu parler d'un amendement qui fait beaucoup parler parce qu'il dérange beaucoup, mais c'est le second amendement aux États-Unis. Quelqu'un connaît le second amendement? Non? Non. Alors, le second amendement, il autorise les Américains, les citoyens américains, à former des milices et en contrepartie, ils ont le droit d'être armés. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer dans la zone 51, mais si vous avez 1 million de personnes qui va et que vous avez des gens armés, ça risque de se compliquer pour les militaires quand même, hein. Ouais. Oups là. Je le disais tout à l'heure, est-ce que nous avons reçu des messages? On a pas mal de personnes, si on étudie le dossier, qui nous disent oui, on a rencontré des extraterrestres, on a rencontré des gens du dehors, quelquefois même on a rencontré des gens de l'intérieur, sous-entendu en dessous, hein, bien sûr. On a reçu des courriers qu'il y a des humains. On a reçu des messages par écriture automatique ou même transcommunication parfois. Je me rappelle du père Brune qui nous avait cité un exemple où des gens étudiant la transcommunication recevaient des messages, puis à un moment donné, ils se sont aperçus que ça venait pas forcément des personnes décédées. Ça semblait être des tentatives menées par d'autres intelligences. Alors, vous connaissez les courriers des humains? Non, peut-être? Non. Bon, alors, il y en a qui ne connaissent pas ou tout le monde connaît? Non, il y en a qui ne connaissent pas. Bon, alors je vais résumer rapidement, hein. Faut m'arrêter, hein, quand c'est plus l'heure, il faut vraiment m'arrêter. Alors, à la fin des années 50, non, je vais commencer comme ça. Dans les années 60, un groupe de chercheurs, ufologues, copains, espagnols, commence à recevoir des courriers. Ils avaient monté une association qui s'appelait les Amis des visiteurs de l'espace. Ouais, c'est pas mal comme nom. C'est pas mal comme nom d'association. Les Amis des visiteurs de l'espace. Eh bien, ce sont ceux-là, finalement, qui ont finalement répondu au courrier qu'avaient commencé à émettre les humains. Les humains prétendaient être une espèce extérieure venue suite à un message qu'ils avaient reçu, qu'ils avaient pris pour un message mathématique compliqué, etc., alors qu'en fait c'était autre chose, ils avaient compris plus tard, et donc qui était arrivé, je crois, dans les années 50 sur Terre. Et alors, étonnamment, bon, il faut bien qu'ils arrivent quelque part, c'était au-dessus de la France qu'ils sont arrivés en premier. Et c'est là qu'ils ont creusé, dans la soirée où ils sont arrivés, dans la nuit, ils ont creusé avec leur technologie une sorte de grotte dans laquelle ils ont pu s'installer. Ils ont fait ça avec un vaisseau de surveillance en cas de problème. Et puis après, le vaisseau est parti et ils sont restés là pendant un certain temps. Et puis des équipes les ont rejoints, ils se sont relayés jusqu'à aujourd'hui, normalement. Et toutes ces années, peut-être jusque dans les années 80-90, peut-être fin des années 90, enfin toutes ces années,
ils ont émis des courriers vers différentes personnalités, alors des chercheurs, des politiciens. Et évidemment, les gens ne les lisaient pas forcément parce qu'ils ne sont pas faciles à lire, les courriers des humains. Tous les mots sont, par exemple, quand c'est en français, tous les mots sont français, mais la phrase, elle est bizarre. Il faut quand même chercher, elle est compliquée. Mais si vous faites des recherches, vous apercevez qu'il y a des informations intéressantes. Et à travers leurs courriers, on a affaire à des connaissances, des explications, disons, qui dans de nombreux domaines des sciences humaines. Philosophie, religion, mais aussi économie, politique, ou encore mathématiques, sciences, etc., etc. Le problème, c'est que certaines de ces connaissances sont extrêmement pointues. Alors au départ, les services de renseignement ont pensé que c'était probablement un groupuscule communiste venu du RSS qui tentait d'installer peut-être un réseau et faisait peut-être une expérience ou c'était au départ on les a pris comme ça. Mais le problème, c'est que les années ont perduré et les informations ont continué d'arriver et ça n'avait pas de sens. Ça commençait à perdre son sens de croire un truc comme ça. En France, on a quelques personnes qui se sont intéressées au sujet, dont Jean-Pierre Petit. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande bien sûr d'acheter par exemple les ouvrages de Jean-Pierre Petit parce que c'est un vulgarisateur, un pédagogue vraiment, moi je trouve exceptionnel. Moi, j'apprécie énormément. Alors voilà, les humains, les courriers des humains, comme ça vous êtes au courant de quoi il s'agit. Donc les gens, certaines personnes prétendent avoir reçu des courriers. Ils sont répertoriés. Vous avez des associations qui répertorient et classent leurs courriers. Et vous avez des gens qui étudient leur langage parce qu'ils ont un langage un peu particulier. Donc pour les courriers des humains, peut-être une petite indication qui n'est pas forcément positive, c'est que les humains, c'est notre vie en même temps. Les humains, il y a quelques années, peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça, ont arrêté les courriers papier, sont passés sur les tweets pendant un temps. Après s'être arrêtés, ils sont revenus, mais sur les tweets. Ils ont balancé quelques tweets. Et sur ces tweets, ils ont réussi à se faire reconnaître. Et en tant que personnes qui sont à l'origine des courriers. Et ils nous expliquent dans certains de ces tweets que notre monde économique va connaître une très grave crise, que c'est inéluctable, que vous avez des gens qui actuellement travaillent sur le plan économique et font des high trade frequency, c'est-à-dire ils sont capables avec des ordinateurs de créer des échanges au niveau des bourses, vendre beaucoup de trucs d'un coup, acheter beaucoup de trucs d'un coup avec des ordinateurs, ils font ça pour gagner beaucoup d'argent, que ces gens déséquilibrent fortement l'économie, mais ils s'en fichent, et que ces personnes de plus en plus puissantes vont arriver à déséquilibrer la totalité de l'économie mondiale. C'est juste pour vous dire un des avertissements. Ils nous donnent des dates. Ils nous disent par exemple que, je sais plus, je les ai plus en tête, je m'excuse, mais en gros, c'est quelque chose comme peut-être juin 2019, peut-être. Vous avez le risque augmente et passe à 20%. C'est quelque chose comme ça. Été 2021, le risque passe à 50%. Décembre 2022, le risque passe à 92%. C'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est peut-être pas exactement les dates, mais normalement, je suis pas loin. Voilà, et puis ils nous décrivent, alors parce qu'il y a des questions qui sont posées, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ceci, comment cela, etc. Et ils répondent à ces questions. Voilà. Vous avez d'autres vecteurs que les courriers. Vous avez, je passe tout de suite au crop circle par exemple, que tout le monde connaît. Vous avez vu, il y a pas mal de crop circle en ce moment en France. Hein, mais est-ce qu'ils sont tous authentiques? C'est pas évident de juger quand c'est authentique. Moi, personnellement, j'étais prof de maths. Donc, je peux vous dire que quand il n'y a pas de symétrie centrale, pas de symétrie orthogonale,
sur un dessin, c'est que j'ai affaire à un enfant qui est en 5e ou en dessous, en gros. Hein. Autrement dit, sur les crop circles, quand vous avez un problème de géométrie, ça me semble difficile que... Enfin, je suis prêt à donner des cours aux IT, hein, s'ils veulent, hein, parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que pour les crop circles, pour ce qui me concerne, hein, des éléments qui me font penser qu'un agroglyphe en français, un agroglyphe est authentique, j'ai envie de dire, d'abord, la symétrie centrale, la symétrie axiale, elle est là. C'est-à-dire que centrale, comme dans un miroir, vous savez, et puis axial, c'est ce qui est symétrique par rapport à un point. Mais surtout, vous avez aussi le degré de complexité du dessin. Plus le dessin est complexe, plus il est difficile à faire ou à reproduire, et plus vous avez le sentiment qu'effectivement, ce serait vraiment difficile à faire, à construire dans les nuits les plus courtes de l'année, puisque c'est l'été. Ouais. Les messages de nos visiteurs. Il y a aussi des messages qui sont transmis de bouche à oreille, si je puis dire, ou bien par télépathie. Mais vous avez par exemple, on a tous entendu parler des abductés, des gens qui prétendent que voilà, ils ont eu un temps manquant pendant une certaine période, ils ne savent pas où ils étaient, etc., où ils ne comprennent pas, il s'est passé 3 heures, mais ils ne comprennent pas, pourtant ce n'est pas possible. Et puis, quand ils fouillent un petit peu, il y a ces rêves récurrents, des fois, qui leur font peur, ou parfois ils ont des cicatrices. Et puis, quand ça se prolonge encore, au fil des années, ils finissent à un moment donné par comprendre que c'est encore plus grave que ça. Alors, vous avez, comme vous le savez, des gens qui ont étudié l'ensemble de ces enlèvements, entre guillemets, on parle dans ce cas-là d'abduction. Et quand on étudie ces enlèvements, on s'aperçoit qu'il y a des scénarios qui sont à peu près pareils de l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand une personne découvre qu'elle est abductée, vous voyez, elle va vous raconter ça, puis elle va vous raconter ça, et vous savez, si vous connaissez le truc, que maintenant elle va vous raconter tel autre truc. Parce que dans son histoire, c'est le même schéma, vous voyez. Donc on reconnaît, grâce à ces études-là, que voilà, ah ouais, ok. Souvent, quand ces abductions ont lieu, les personnes sont reçues à l'intérieur d'un espace qui paraît inhabituel. Quelquefois, les gens ont l'impression que c'est une soucoupe volante, mais quand ils ont vu la soucoupe volante, mettons, elle était grande comme une voiture, et quand ils sont dedans, elle est grande comme cette salle, quoi. Donc il y a un problème. Il y a un problème, vous voyez, dans les dimensions. En général, le scénario va les faire passer par plusieurs étapes, des étapes dans lesquelles d'abord ils ne veulent pas être enlevés, puis finalement il y a discussion, on leur dit de ne pas avoir peur, etc. Bon, parfois, il y a des examens médicaux. Il peut arriver qu'il y ait plus que des examens médicaux, qu'il y ait des implants qui soient posés dans le corps. On ne sait pas à quoi ils servent, ces implants. Et puis, il y a parfois aussi ces phases de discussion dans lesquelles on va alerter la personne qui vient d'être enlevée du fait que... Enfin, on met le point sur différentes choses. Par exemple, l'écologie. Sur votre planète, ça ne va pas, quoi. L'écologie, ou alors c'est les guerres, ou la famine, ou l'égoïsme. Souvent, ils mettent le doigt sur un élément de cet ordre-là. Comme pour nous inviter à comprendre que nous devons non seulement nous transformer, nous modifier, mais qu'il faut aussi les écouter parce qu'ils ont quelque part, ils ont une avance. Ils ont de l'avance. Alors, la reconnaissance officielle et ses conséquences. Bon. Là, je voudrais essayer de faire 2 choses. Ouais, je vais la faire le truc d'après. D'abord, on va prendre
on va prendre la position officielle. Donc, comme vous le savez, dans les pays occidentaux, pour l'instant, c'est le statu quo. On ne va pas plus loin. Finalement, ils ne nous forcent pas à faire la divulgation. On va laisser les personnes qui viendront après nous le faire. Parce que parler du sujet OVNI, c'est compliqué. Vous faites beaucoup d'adversaires, à commencer par les scientifiques, mais je crois que les adversaires les plus virulents, c'est quand même les médias. Les médias sont les premiers à nous attaquer. Vous savez, quand j'étais, il y a 2 ans, je me suis rendu à Cusco, et on a reçu 2 personnes qui avaient été envoyées par M6, et on les a amenés avec nous à l'Institut Incaré Cusco pour leur montrer les corps étranges qu'on avait trouvés à Nazca, partout. On les a emmenés avec nous et on leur a présenté même des scientifiques qu'ils ont interviewés longuement. Et ensuite, on a vu leur reportage et il n'y avait ni les scientifiques qu'ils ont interviewés longuement, ni les corps extraordinaires qu'on leur avait montrés, ni les lieux médicaux avec l'intervention aussi des experts sur les lieux, avec des images. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste une histoire qu'ils racontaient, des belles images du Pérou, de leur voyage avec nous à Nazca et tout, plus l'intervention d'un archéologue de Lima qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui s'était d'ailleurs fait prendre parce qu'il expliquait à ses clients comment il allait leur faire passer les douanes et la police avec une tête de cheval qu'il voulait leur vendre. Sauf que ses clients, c'était des journalistes qui enquêtaient, enfin bon, et qui s'étaient fait passer pour ses clients et qui enregistraient. Donc ce monsieur, cet archéologue, nous a accusés d'être des escrocs, alors que ce qu'il ne savait pas, c'est que lui-même s'était fait prendre, quoi. Enfin bon. Donc les journalistes, oui, c'est compliqué avec les journalistes qui se veulent les censeurs, les arbitres de la pensée conventionnelle, de la pensée acceptable. Ouais, c'est pas évident, mais on a besoin des journalistes. On a besoin de. Là, vous voyez, c'est compliqué d'informer les gens. Ouais, c'est compliqué. On a besoin des médias, mais on a besoin de gens qui soient quand même assez purs. Ouais. Alors, actuellement, nous sommes, comme vous le savez, à une époque de grands changements sur Terre. Il y a des grands changements qui sont en train de s'opérer dans le domaine de la physique fondamentale. Un certain nombre de scientifiques tentent d'introduire le concept de la conscience, y compris parmi les constituants même de la matière. Ce qui laisse entendre que si jamais on arrive à mettre en place une expérimentation, une théorie et une expérimentation dans ce sens, eh bien, ça donnera lieu à tout un tas de changements dans le domaine des sciences et de prix Nobel pour ces gens-là. Introduire le domaine de la conscience dans la matière, parmi les constituants fondamentaux, ça revient à dire que dans la matière, toute matière, il y a de la conscience. Ça revient à dire ça, en gros. Alors, l'ensemble de ces compréhensions sont, vous pourrez les trouver dans ce que certains appellent, parmi les scientifiques, la physique de l'information. Donc, quand vous entendez parler de physique de l'information, eh bien, là, vous commencez à rentrer dans un secteur mystérieux et magique, puisqu'on n'a pas, je dis magique parce qu'on n'a pas encore tout compris, mais un secteur dans lequel on pose des questions qui dérangent tout le monde, et un secteur dans lequel on met le doigt aussi sur des expériences qui sont très, très troublantes et qui ne peuvent être comprises par notre compréhension actuelle de la physique, et qui nécessitent encore beaucoup de maturation et d'exploration. Donc notre physique, notre compréhension qui nous a donné la technologie avec laquelle on peut projeter ça, on peut téléphoner, etc. Cette physique-là, elle est en train de changer pour faire quelque chose
assez extraordinaire. Et les gens, le citoyen ne comprend pas encore pour l'instant. Bon, le citoyen, il a du mal à comprendre comment marche le micro-ondes, de toute façon. Hein, alors que c'est quand même une invention assez ancienne maintenant. Hein, ça a plus d'un demi-siècle. Lorsqu'on parle de la conscience, on parle automatiquement de la possibilité, des possibilités, disons, que l'on peut manifester en dehors de notre circuit habituel. Alors, je vais m'exprimer autrement. Quand on parle de la conscience, on parle aussi de possibilités suprahumaines. On parle de possibilités de voir à distance, peut-être, d'entendre à distance, de prendre contact à distance, par exemple, d'accéder à des mémoires, tout un tas d'éléments qui sont inhabituels pour les scientifiques. Ils ne sont pas dans ces champs expérimentaux. Et pourtant, dès qu'on rentre dans la mécanique quantique et qu'on s'enfonce un petit peu profondément, on commence à avoir affaire à ça. Et que parfois, pour traduire certaines compréhensions, on est obligé de faire appel à presque des poèmes. On est obligé de faire appel à des images que l'on peut retrouver dans certains textes anciens, parce qu'ils sont poétiques. Donc certains de nos physiciens, parfois, font appel aux Védas pour décrire quelque chose qui permettrait de s'approcher de sa compréhension de tel ou tel mécanisme. Les physiciens sont en train d'inventer, entre guillemets, ou de découvrir un univers qui est plus grand que ce dont on a parlé tout à l'heure. Un univers multidimensionnel. C'est-à-dire que l'univers immense dont on a parlé tout à l'heure, il est possible que ça ne soit qu'une fraction infinitésimale de l'univers total. Il est possible que l'univers s'agrandisse à chaque seconde, se divise en une infinité d'univers. Tout cela, nous sommes en train de l'envisager et il y a même des expériences aujourd'hui qui vont tenter de démontrer la réalité de ces autres dimensions. Lorsqu'on voit des apparitions ovnis, lorsqu'on écoute les gens qui ont fait des observations ovnis, je vais vous en raconter une. Par exemple, ça s'est passé, je crois, peut-être en 2013, je crois. Vous aviez un procureur à la retraite de Miami et sa femme, le matin, descendent dans leur maison et tombent nez à nez avec un objet dans leur maison de la taille d'un ballon de rugby. Dans leur maison. Il est en sustentation. D'abord, sa dame est descendue, puis elle s'est arrêtée en voyant ça, puis lui est descendu aussi. L'objet se transforme et passe à travers un mur et sort de la maison. Ils ouvrent la porte et là, un objet gigantesque au-dessus. Je ne sais pas si vous connaissiez cette... non. Voilà, donc là, juste sur une observation comme ça fait énormément travailler les méninges, parce qu'on se dit, bon voilà, des gens qui ont la maîtrise de la géométrie tridimensionnelle, ils peuvent devenir petits, grands. Un mur, pour eux, ça n'a pas l'air d'être vraiment un obstacle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça nous laisse entendre ça nous laisse comprendre qu'il y a de nombreuses découvertes sciences qui nous attendent dans le futur. Il est possible toutefois qu'il existe des principes qui transcendent l'ensemble de ces dimensions. Mais je crois que si on veut les connaître, pour l'instant, on est obligé, je dirais, d'explorer le domaine spirituel. Alors là, je voudrais
aborder un sujet qui sort vraiment littéralement des sciences telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui relève plus du domaine de l'exploration psychique. En fait, on s'aperçoit au fur et à mesure des découvertes qui sont réalisées que de nombreux fondements sur lesquels on appuie notre pensée, notre vie, sont remis en question. Bon, l'histoire, par exemple. L'histoire, on a une certaine idée de l'histoire, chacun, tous. Bon, même les spécialistes, vous prenez les égyptologues, par exemple, ils ont une idée de l'histoire, mais les égyptologues, ils s'y connaissent vraiment très très bien hein, sur l'Égypte, mais sur une période, les dernières périodes, quand on écrivait. Là, ils s'y connaissent bien, parce que comme on a laissé des écrits, etc. Mais toute l'immense période qu'il y a avant, en fait, ils s'y connaissent pas du tout. Et donc, il y a des découvertes, comme vous le savez, qui sont vraiment très dérangeantes actuellement en Égypte. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Ouais, vous savez que ça bouge beaucoup. Hein. C'est très dérangeant parce qu'au niveau des datations, ça tremble de partout. Surtout que des déclarations sont faites par des officiels en Égypte. Alors les Français, les Anglais, on est un peu largués en ce moment, et, sans compter qu'on est accusé d'avoir voulu imposer nos valeurs aux Égyptiens. Bon, bref. L'histoire est remise en question à d'autres niveaux. Bon, là, vous avez vu, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure des corps de Nazca. Je peux même vous en montrer tout à l'heure. Ces corps, ils contiennent des technologies. Ils ont des implants aussi. Hein. Tout à l'heure, on parlait un peu d'implants. Et bon, ben là, quand on voit leur datation de 1000 ans, par exemple, ou 1000 ans, bon, on voit que ces gens-là, ils avaient des implants il y a 1000 ans. Quoi. On voit que c'est pas clair les relations qu'on pouvait avoir avec ces êtres, Et plus on a ces ouvertures dans la conscience collective, ces découvertes, ces remises en question, plus en fait émerge quelque chose qui n'était pas forcément attendu, à savoir la possibilité que notre civilisation se dirige vers un nouveau stade évolutif qui sera plus ouvert, qui sera plus spirituel. Et donc, plus spirituel, ça veut dire aussi, pas forcément, mais dans certains cas, ça veut dire une ouverture du psychisme, avec des possibilités nouvelles. Quand on écoute les différents intervenants dans le domaine de l'ufologie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de contacts qu'ils ont eus intérieurement ou de visions qu'ils ont eues à distance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ouais. Qu'ils ont pu voir ou entendre. Et finalement, quand on les écoute, on a quelquefois l'impression qu'ils ont vécu vraiment une ouverture importante de la conscience, parce qu'ils ont perçu quelque chose que personne ne peut percevoir habituellement, qui n'est pas accessible. Alors, j'ai déjà eu ce genre de choses et j'en ai parlé justement à des personnes qui relèvent du domaine de l'astrophysique, par exemple, ou des sciences de ce type-là, quoi. Et j'avoue que j'ai été très très surpris de leurs réponses, parce qu'eux-mêmes, ce sont des chercheurs et qui sont en recherche. Je me rappelle de l'un d'entre eux, donc, qui était un fonctionnaire, hein, et qui a fait tout un tas de stages sur la vision à distance à Paris. Vous imaginez l'ouverture que c'est? Bon, bien sûr, il ne fallait pas que ça se sache, hein, mais c'est quand même quelques personnes. Hein, c'est pas... Mais enfin, quand vous sortez de l'université et qu'après vous prenez des stages de vision à distance, quand même, et que vous êtes français, c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Ouais. En même temps, bon, c'était peut-être quelqu'un d'informé. Vous savez, l'autre jour, enfin, je dis l'autre jour, c'était il y a à peu près... il y a 3 ans peut-être, ou 4 ans, j'ai demandé une déclassification
sur les expériences qui ont été menées par la CIA par rapport à la vision à distance, il m'a envoyé 100 000 pages. 100 000 pages. 100 000 pages. Je n'ai pas pu toutes les consulter, j'en avais marre. Mais bon, par contre, c'était très intéressant parce qu'on voyait leurs tentatives, on voyait leurs protocoles, on voyait leurs résultats. Et croyez-moi, s'ils ont fait 100 000 pages, c'est que ça en valait la peine. Hein. Sinon, ce serait arrêté beaucoup plus vite. Hein. Ouais. C'est pareil pour les ovnis. Le gouvernement américain dit qu'il ne s'occupe pas d'ovnis, mais quand vous déclassifiez les documents, vous avez 12 millions de pages. 12 millions de pages sur les ovnis qui sont déclassifiés. Mais à part ça, ils ne s'intéressent pas aux dossiers ovnis, hein, les Américains. Bien. Alors, j'ai envie d'essayer aussi, si vous voulez, de vous montrer... comme je suis là et que je me suis occupé de cette affaire. Alors, ça, je crois qu'on le voit quelque part ici, je ne sais pas où. Ouais. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on a trouvé, alors, je vous les présente dans une conférence sur les ovnis parce que, bon, il faut savoir qu'on a quand même procédé aux analyses génétiques et que ces gens-là ont une portion non négligeable de gènes qui sont non répertoriés actuellement dans nos bases de données. Hein. Dans nos bases de données, on a répertorié des milliers d'êtres, d'espèces. Et donc, bon, globalement, on sait tous faire à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire, c'est une manière de vous dire, on a tous à peu près, on a des séquences génétiques proches, quoi. Vous voyez. Même nous, humains, on sait faire du vitamine C. On a les gènes. Bon, c'est juste que chez nous, c'est une séquence qui est éteinte. Elle n'est pas sur on, elle est sur off. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'en fait pas. Du coup, on va manger des fruits. Mais on pourrait en faire. Donc voilà, on a tous à peu près les mêmes séquences à une proportion près. Vous voyez, entre nous, par exemple, et certains rats, il y a 95%, c'est identique. 95%. Entre certains singes, 95 à 99%. Entre certains singes. Peut-être pas 99. Enfin bon, voilà, on est au-dessus de 90, quoi. Vous voyez, mais c'est intéressant de savoir aussi que pour les gènes, tout n'est pas actif. C'est-à-dire que il n'y a que 2% de nos gènes qui sont actifs pour faire des protéines. 2%. Vous imaginez le nombre de sites qui sont éteints. Et une des grandes découvertes actuelles, j'avance un peu, une des grandes découvertes qui révolutionne la génétique depuis une quinzaine, vingtaine d'années, c'est que, vous voyez, si vous vous faites engueuler par votre mari ou si vous tombez amoureuse d'une personne ou si vous avez un accident de voiture ou si les gens sur Facebook vous haïssent, ben, ça a une incidence sur nos gènes. Ça éteint certains sites, ça en allume d'autres. C'est dire l'importance que ça a, notre entourage et notre vie, en fait. Ça nous permet de vivre en meilleure santé et de régler des problèmes sans même qu'on s'en rende compte, ou au contraire, de créer de nouveaux problèmes et de vivre en mauvaise santé. Voilà. Ça, c'est étonnant, mais c'est ouais, la science qui découvre ça, si je puis dire. Avec ces séquences génétiques qui s'allument ou qui s'éteignent. Au début, on appelait ça, quand elles étaient éteintes, les gènes, comment on appelle ça? Les gènes poubelles, on appelait ça. Parce qu'on ne connaissait pas l'importance de ces gènes-là. Alors là, on a une fille. Dans son espèce, c'est une fille. On croyait au début que... Vous voyez ici, on croyait au début qu'elle était enceinte. Et ben, on ne se trompait pas. On croyait qu'elle... Comme ils ont des implants, on s'est dit c'est des espèces évoluées, c'est forcément des mammifères. Bon, on n'avait pas tout juste partout. Vous voyez? Alors, je vous en parle parce qu'au niveau des gènes, effectivement, elle a une portion de gènes, comme je vous disais, qui n'est pas humaine, hein, qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas répertoriée. Ce n'est pas du chien, ce n'est pas de la tortue, ce n'est pas du lapin, ce n'est pas du lama, ni même du rat, ni rien du tout de ce qu'on connaît.
Est-ce qu'on a des liens avec eux? En tout cas, dans l'histoire, il semble que oui. Parce qu'on les a dessinés un petit peu partout. Est-ce qu'ils s'intéressent à nous parce qu'ils sont touchés par notre développement? C'est possible. Ce qui est certain, c'est que ces gens-là, quand nous, on était aux arcs et aux flèches, eux, ils avaient des implants. Donc si on est là, vous pouvez être certain que c'est parce qu'ils ont bien voulu qu'on soit là. Si on est là, c'est parce qu'ils ont bien voulu ne pas nous accorder la possibilité de rester et d'évoluer, et que quelque part, ils ont cru en nous, en notre développement. Je parle d'eux parce que, en ces termes-là, parce que quand on voit ce qu'ils étaient capables de faire au point de vue médical, on voit qu'il y a des sciences et qu'il y a des technologies, il y a des stratégies. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des répertoires, donc des pathologies, etc., etc. Un autre corps étrange aussi que je voulais vous montrer. C'est pareil. Alors lui, pour être un peu plus précis, elle a 30% de gènes alignés avec l'espèce humaine. 30%. C'est pas mal. Bon, un rat à 95%, mais elle a 30%, c'est pas mal déjà. Elle a plus de 50%, un peu plus de 50% de gènes non répertoriés. Donc encore une fois, voilà, un être différent qui vivait il y a... Alors, je vais vous dire, la datation disait 1750 BP plus ou moins 30. Ça veut dire, vous partez de l'année 1950, date de référence pour le carbone 14, vous retirez 1750, donc vous tombez à 200, plus ou moins 30, donc c'est entre 170 et 230. Il y en a une autre comme ça qui... Enfin, il y en a d'autres qui ont été trouvées, mais il y en a une autre qui est actuellement en Occident, apparemment. Elle a été passée en fraude à la frontière brésilienne et a été ramenée donc en Occident. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, ils peuvent plier leurs genoux comme les nôtres, leurs coudes comme les nôtres. C'est juste que, au niveau de leur peau, ils sont un peu différents de nous. Hein. Oui, avec les corps, on a retrouvé tout, hein, les tendons, les muscles, la peau, tout quoi. On a tout. Voilà, donc même principe que chaque année, je vous fais passer le micro pour poser vos questions à Michel. Allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. D'accord, 3 questions, bah, c'est super. Bon, alors, allez. Alors, 3 questions à la file. Les questions pour qu'ils se préparent. On va voir. 1, 2. Alors, la première question. Je vous l'ai dit, les 3 questions, et vous répondrez comme ça. Oui, pourquoi les ovnis survolent les centrales nucléaires? Hein? Deuxièmement, où sont les implants dans le corps que vous avez retrouvé et sous quelle forme? Et la troisième question, c'était... Ah oui, comment vous faites pour avoir accès au dossier déclassé en tant que particulier? Voilà. D'accord. Je commence dans le désordre. La plus facile. J'ai eu peur de lui faire mal. Mais ça va? J'ai eu peur. Donc la plus facile, pour les déclassifications, en fait, il y a une loi aux États-Unis qui permet à toute personne, pas citoyen américain, toute personne de demander une déclassification de certains documents. Vous pouvez demander ce qui concerne les ovnis, ou vous pouvez donner un numéro, une date, si vous avez, parce qu'aux États-Unis, vous avez quand même un certain nombre de personnes qui ont travaillé dans le domaine des renseignements ou des scientifiques ou même de la défense sur le sujet ovni qui savent
qu'il s'est passé quelque chose, ils se rappellent de la date parce qu'ils y étaient, ça les a marqués à fond, et parfois ils connaissent même les numéros des papiers. Donc c'est dur de cacher, parce que là on vous dit, tac, c'est ça, ça, ça. Or il y a un problème aux États-Unis en plus, c'est que depuis 69 officiellement les ovnis, ça ne met pas en péril la sécurité nationale, donc il n'y a plus besoin de faire d'études. Mais du coup, ça devient inexplicable de cacher les papiers sur les ovnis, puisque, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, les institutions publiques, elles ont des problèmes pour cacher les choses à ceux qui demandent. Et des fois, elles refusent. Et quand elles refusent, il arrive que vous ayez des organisations qui portent plainte. Et ça monte tout en haut, mais vraiment tout en haut. Hein. C'est-à-dire au niveau du tribunal, le plus haut tribunal. Vous savez, il y a la Cour suprême. Voilà, c'est ça. Au niveau de la Cour suprême. Et la Cour suprême, poum, elle donne raison aux ufologues. Et les gars de la Navy tentent vaguement d'obéir. La Navy, enfin pas le FBI, c'est pas avec eux les problèmes, mais la CIA, la NSA, etc. Alors, donc si vous faites une demande, ils vont vous envoyer les papiers, ils vont vous dire, madame, voilà, pour les photocopies, vous nous devez 12,50 €. Par exemple, ça dépend ce que vous voulez comme papier. Je crois que c'est quelque chose de l'ordre de... peut-être c'est 20 cents ou 50 cents la copie, un truc comme ça. C'est juste ce qu'ils vous font payer. Ouais. Alors ça, c'était la première. La deuxième, alors... oui, les implants. Alors, les implants, donc, la plupart des implants, on ne les a pas compris. Hein. On ne sait pas pourquoi ils ont des implants ici. Je ne crois pas que ce soit leur clé de voiture, mais enfin, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Même là, ici, on ne sait pas pourquoi ils ont des implants. On ne sait pas. Mais il y en a un qu'on a su. Le premier, finalement, qui a été étudié, on l'a su. On l'a là. D'ailleurs, cet implant, vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes loin. Mais ici, il y a un implant. Et... on l'a su parce qu'on est de ce niveau-là, technologiquement parlant, scientifiquement parlant, médicalement parlant. Les médecins ont trouvé que sur cet être-là, il y avait une maladie. Il était atteint d'une maladie. C'est un jeune. Ils ont vu que c'est un ado à cause des stries de croissance. C'est un ado qui est mort, en fait, d'une ostéoporose, d'un cancer osseux. Donc, ces congénères n'ont pas su le soigner. Ils n'ont pas su le soigner véritablement. C'est-à-dire qu'ils l'ont soigné, mais ils n'ont pas su le guérir plus exactement. Alors, comme il se fracturait, ils lui ont consolidé ici dans l'artère fémorale, ils lui ont consolidé une petite partie en injectant un métal qui allait solidifier une petite partie. Ce que nous, peut-être, on aurait fait aussi, pour lui éviter de souffrir. Et ça s'est fait de son vivant. Parce que le corps, quand il a vu le métal arriver, il a commencé à résister et il a créé un cal osseux, comme nous on pourrait faire aussi. Comme moi j'ai fait par exemple au niveau du coude, ils m'ont mis des trucs de partout, j'ai des cals osseux qui ont poussé là. J'ai pas envie d'aller chez le chirurgien parce qu'il va me les scier hein, et que ça fait hyper mal. Hein. Donc voilà. Alors lui, ils ont opéré ici à une chirurgie qui fait qu'il a le bassin un peu déséquilibré, donc du coup les genoux ne sont pas au même niveau. Donc ça c'est le seul implant qu'on connaît. Mais quand j'y étais, à un moment donné, on a un expert en imagerie médicale qui m'a montré un truc, c'est qu'au niveau des tempes, ils avaient le même niveau de densité que pour du métal. Donc il en a déduit à l'époque, ils ont aussi des implants au niveau du crâne. C'est ce qu'il a déduit à l'époque. Je ne sais pas s'il a maintenu depuis, mais en tout cas à l'époque, il m'a dit regarde. Et on voyait que, par exemple, sur le crâne, il y avait une densité, mettons, je vous dis un nombre au hasard de, je ne sais pas moi, 75, et que vous passiez là, vous passiez à 600. Vous voyez, et donc, c'était pareil que du métal. Donc, c'était assez étrange, et on pouvait l'expliquer que comme ça, à ce moment-là. Ouais. Alors, ça, c'était pour les implants. Ouais. Donc, petite réponse. Ouais. Les centrales nucléaires, pourquoi ils les survolent? Les sites sensibles, les porte-avions, etc. Est-ce que c'est un message qu'ils veulent nous transmettre? Est-ce qu'effectivement ils veulent nous dire faites gaffe là parce que vous jouez avec des trucs que vous ne comprenez pas encore, que c'est dangereux, que vous êtes chiant, on est obligé de vous surveiller parce que vous risquez de... Comme nous on surveillerait des ados quoi. Hein, c'est vrai qu'on évite de filer des mitraillettes à des ados parce qu'ils pourraient s'en servir
Mais bon, quand ils arrivent à faire des lance-pierres avec 2 morceaux de bois et un élastique, ça peut tuer quelqu'un, hein. Donc c'est pareil, ils tentent de nous dire quelque chose, parce qu'ils n'interviennent pas. Ils pourraient couper le courant. Ils l'ont déjà fait, d'ailleurs, hein. Ils ont déjà coupé le courant de centrales nucléaires. Ça s'est passé aux États-Unis, je crois que c'était en 2008. Je crois, hein. Je vous dis un peu les années au hasard, mais je crois que c'était 2008. Ils ont coupé l'énergie de centrales nucléaires, mais les gens se sont retrouvés coincés dans les ascenseurs partout dans ce territoire. Mais des millions de personnes, hein. Les hôpitaux, c'est pareil, il fallait que ça redémarre leur truc parce qu'ils n'avaient plus de courant, quoi. C'était affreux. Ça leur est arrivé, on ne sait pas pourquoi ils ont coupé. Des fois, c'est des messages. Vous savez, il y a des grandes coupures de courant très célèbres aux États-Unis. Hein, vous vous rappelez, et des fois, elles sont incompréhensibles. Personne ne sait pourquoi, mais elles ne sont pas incompréhensibles pour tout le monde, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'ils survolent les centrales, nos armes nucléaires? Pourquoi est-ce qu'ils nos sites de stockage, etc. Parce qu'il vous faut le micro, personne ne vous entend. Moi j'ai du mal. Je pense que c'est parce que on ne se rend même pas compte que les trucs nucléaires, ça a un impact sur sur eux. Eux, ils sont impactés par le nucléaire. Oui, il pourrait y avoir cette théorie-là. Est-ce qu'ils sont impactés par notre nucléaire quand on s'en sert? C'est possible. Mais de toute façon, personnellement, si je vois un enfant jouer avec de la dynamite, je suis impacté, hein, même à le regarder à l'horizon. Personnellement, je suis impacté, hein. Je vais essayer, même s'il est sur la colline loin, que je suis... C'est pas dangereux pour moi parce que je suis loin, je vais quand même essayer de le... Peut-être pas, je sais pas, peut-être je vais lui prendre la dynamite, mais s'il est capable de la reconstruire, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas peut-être l'en priver, mais je peux essayer de faire quelque chose. Je suis impacté à distance. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour ça? Il peut y avoir d'autres raisons. Vous savez, depuis les années 90, on a un gars qui s'appelle Rupert Sheldrake qui a formulé un certain nombre de théories comme la théorie des champs morphogénétiques, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais qui dit en gros que, je vous résume un peu peut-être le principe, voilà, tout ce qui se passe dans l'univers, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut faire, l'ensemble des situations, etc., se stocke dans des champs, et après, sous la forme d'information, hein, cette information est stockée, et cette information resserre. Ensuite, l'univers a tendance à piocher là-dedans, parce que sinon il est obligé de recréer quelque chose de nouveau. C'est une théorie, hein, comme une autre. Mais en gros, ça veut dire que plus vous avez de gens qui vont faire des mathématiques, plus ça va être facile, même si vous ne les connaissez pas, pour l'espèce humaine de faire des mathématiques. Plus vous avez de gens qui font du vélo, et plus ça devient facile d'apprendre à faire du vélo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Mais ça veut dire aussi autre chose. Vous savez, c'est un peu comme pour la théorie du centième singe. La théorie du centième singe, vous avez des singes qui ne savent... quand vous leur donnez des patates douces, ils les mangent. Alors bon, il y a les bouts de pierre dedans, parce que c'était par terre et tout. Puis un jour, vous en apprenez à quelques-uns au fait qu'il faut les éplucher avant de les manger. D'accord? Vous êtes sur une île. Puis soudain, vous vous apercevez que sur toutes les autres îles, soudain, ils savent les éplucher. La théorie du centième singe. Donc qu'est-ce que ça veut dire quelque part? C'est que plus il se passe quelque chose, plus ça a tendance à se repasser ailleurs. Vous voyez? Encore une fois. Autrement dit, si notre espèce se suicide avec une guerre nucléaire ou une écologie, eh bien, on n'en a pas l'air, mais ça va affecter le reste de l'univers définitivement. Et on fera partie des gens qui amènent les autres civilisations à un même suicide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Est-ce qu'il nous protège? Oui, peut-être, mais peut-être indirectement. Peut-être parce que en nous protégeant, il protège surtout tout le reste de l'univers. C'est ça que je vais dire aussi. Ouais. Une question du public? Tout à l'heure, il y a un monsieur qui demandait si
il y avait encore des êtres vivants là-bas à Nazca. Et je lui disais que, bon, pour l'Institut Incaré Cusco, on a plus ou moins décidé de se passer des témoignages, parce que les témoignages, c'est pas très fiable. Surtout maintenant qu'on peut avoir des analyses faites par des laboratoires avec des gens qui examinent et qu'en plus on reconduit ces analyses. On n'a pas fait une analyse génétique, on en a fait plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Pas fait par le même laboratoire, mais par plusieurs laboratoires. Et donc, du coup, évidemment, c'est de plus en plus solide, nos conclusions. Les témoignages, c'est un peu différent. Donc, comme vous avez dans les témoignages les Wakeros qui nous disent, et ça c'est extraordinaire, ça nous fait rêver, moi ça m'a fait rêver dès le début, quand ils nous disent que ils se sont aperçus au fur et à mesure de leur exploration, deux des 4 Wakeros qui ont découvert le site mystérieux se sont aperçus, non, c'est pas 2, c'est 3 des 4 Wakeros se sont aperçus qu'il y avait des êtres. Ils étaient surveillés, il y avait des petits êtres. Mais c'était toujours à distance. Et quand on s'approchait, ils partaient. Et Mario, le chef des Wakeros, s'en était pas aperçu, il a commencé à faire attention. Et là, il s'en est aperçu. Vous voyez. Donc ça, c'est le témoignage des Wakeros. Est-ce qu'il y aurait des êtres dans ces grottes où ils ont trouvé tous ces corps qui se seraient aperçus que y a ces Wakeros, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de piller tout là. En tout cas, vous avez 2 Wakeros qui ont essayé d'attraper certains de ces êtres et qui sont morts. De circonstances décrites comme je vais le faire. L'un des 2 a été pris d'une insatiable envie de manger du sel et il en est mort. L'autre a été touché par une maladie quand il était dans les dessous. Ils ont eu le temps de le ramener jusqu'à Cusco où il est mort, à l'hôpital de Cusco où il est mort. Donc, ouais. On ne sait pas. Hein. Enfin, sincèrement, je le raconte et c'est légitime parce que si ça se trouve, c'est vrai, mais on ne sait pas. Oui. Merci. J'ai un petit témoignage qu'une amie m'a révélé. Elle a à peu près aujourd'hui 86 ans. Et ça relève un peu de ce que tu as parlé tout à l'heure de la sphère qui était dans la maison. Et elle a rencontré, elle quittait son papa qui était mourant. Et son papa, au moment de partir, a voulu lui dire quelque chose, mais elle n'a jamais eu la réponse parce qu'il est parti. Et donc, elle a pris le chemin du retour de sa maison. Elle était dans l'Hérault et elle prenait de Clermont-Lérault à monter sur le plateau. Il était très très tard la nuit et elle a vu une sphère sur le côté de la route orange. Et elle m'a dit, je vais aller voir, je vais m'arrêter pour voir ce que c'est cette sphère orange en lévitation. Et elle m'a dit, j'ai à peine pensé, au moment où elle a pensé ça, c'est la sphère qui est venue à elle et elle s'est mise en suspension devant son pare-brise et elle a senti une présence à côté d'elle. Et elle s'est retrouvée, alors qu'elle conduisait, les mains sur ses genoux, à tourner sa tête sur le côté parce qu'elle sentait une présence, mais elle ne voyait personne. Et quand elle a regardé devant elle à nouveau, elle a vu la sphère partir très rapidement et elle s'est retrouvée au volant de sa voiture en train de rouler tout le temps, quoi. Donc, et ensuite, elle a eu un prélèvement, elle a vu qu'elle avait eu un prélèvement, comme un médaillon blanc. Et elle est passée à l'émission Mystère, tout ça, elle a cherché toujours à comprendre. Et elle s'est retrouvée un petit peu sans réponse, cette femme. Et voilà, je l'ai rencontrée un jour dans la rue, elle m'a partagé cette expérience-là que j'ai trouvé fabuleuse, quoi, comme expérience, que je vous partage. Donc, elle était contente que je l'écoute et que... j'étais vraiment avec elle, quoi. J'étais ouverte, même si moi, j'ai jamais rencontré de sphère orange. Mais elle m'a raconté ça avec tellement de détails. Et son médaillon, on le voyait en photo, il a disparu avec les années. Mais elle m'a montré une photo d'elle où on voyait bien comme un médaillon blanc, comme si on lui avait fait un implant, quelque chose, quoi. Voilà, c'est témoignage de Paulette. D'accord, merci. Moi, j'ai envie de dire, vous savez,
quand on étudie ce domaine, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Il y a une des manières qui est généralement celle des scientifiques, et il faut absolument que ça soit carré. Les scientifiques, quand c'est pas reconnu par les sciences, ils écartent immédiatement. J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure manière. Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'est pas la meilleure manière. Mais avec ce genre d'approche, vous pouvez pas vous pouvez pas vous retrouver devant des phénomènes où vous avez une technologie qui est trop étrangère à ce qu'on peut penser sur Terre, à notre époque du moins. Vous pouvez pas avoir des êtres dont la biologie serait trop étrangère à l'idée qu'on se fait d'un être intelligent. Vous savez bien, avant qu'on ait trouvé les êtres de Nazca, moi aussi j'étais persuadé, comme beaucoup, que tous les êtres qui étaient intelligents, il fallait forcément qu'ils aient un pouce. Vous voyez ? Parce que le pouce était le signe de l'intelligence, quelque part, c'est ce qui permettait de développer l'intelligence. Moi aussi, j'y ai cru à leur salade, jusqu'à ce que je me retrouve devant des êtres qui visiblement, ils avaient des sciences et des technologies bien avant qu'on sache qu'on ait inventé nous-mêmes le mot technologie, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire simplement que l'approche la plus intéressante que j'ai rencontrée, c'est celle qui a été réalisée par des personnes qui ont des expériences intérieures. Pour moi, hein. C'est ce qui est le plus intéressant. Quand vous avez ce genre d'approche-là, quand vous avez cette ouverture-là, quand on vous donne cette relation, alors on découvre des choses qui sont pas inimaginables pour les autres, mais ça leur viendrait quand même pas à l'esprit. Parce qu'on vous met en face de ce que vous considérez comme des réalités, mais qui ne peuvent pas être prouvées. On vous montre comment ça marche à l'extérieur. On vous montre qu'il y a des civilisations qui sont véritablement bien plus évoluées que les nôtres, à un point qu'on ne peut pas le comprendre. Et croyez-moi, vous vous sentez mais vraiment petit. Pas seulement nous-mêmes, mais même notre planète, notre civilisation, notre histoire, notre actualité. On est si minuscules comme des fourmis devant des gens comme ça. Et on en vient même à se dire, on a presque honte qu'on nous ait donné la chance de voir ça. Parce que quand on vous montre ça, c'est qu'il y a un projet derrière, oui, peut-être, mais c'est peut-être aussi pour que vous le communiquiez en conférence, par exemple, que vous disiez, voilà, peut-être essayez un peu de voir par-delà nos possibilités habituelles. On a la possibilité d'entrer en contact ou de voir, d'observer. Il faut y aller humblement. Souvent, les gens qui ont ces expériences, au début du moins, ça ne se fait pas quand ils veulent eux, mais ça se fait quand ils veulent eux. Vous voyez. Je ne sais pas si ça vient de là. Peut-être que ça vient de plus profond, tout simplement. Mais en tout cas, quand on vous met en contact avec ça, on ne vous montre pas tout. Mais des fois, on vous montre des choses pétard. Vous vous dites, oh, et vous avez envie de le raconter parce que c'est quelque chose, il y a besoin de le partager. C'est humain. On a envie que les autres se réjouissent avec nous. Parce que, voilà, j'ai vu le fuselage de... Putain, il est comme ça leur fuselage. Les enfoirés, ils n'ont pas voulu que je rentre dedans l'engin. Ils n'ont pas... Mais j'ai pu m'approcher jusqu'au fuselage. J'ai pu englober l'engin à l'intérieur de moi, m'agrandir. Vous voyez, là, je vous parle de vraiment expérience psychique. On a ce genre de choses si on garde l'ouverture. Et c'est nettement plus intéressant que toutes les histoires d'ovnis qu'on va nous raconter. Hein. Parce que ça, c'est une approche directe et c'est puissant. Et on peut avoir une relation et on peut l'étendre. Et après, bien sûr, à un moment donné, il est possible, évidemment, j'imagine, qu'on puisse avoir une rencontre dans cette réalité plus dense qui est un rêve par rapport à d'autres réalités. Ouais. Ouais. Attends, j'arrive, Michel. Ouais.
Oui, alors, est-ce qu'on a, sur ces corps-là, est-ce qu'on a pu voir comment ils étaient faits dans l'intérieur? Est-ce qu'ils avaient un foie, des poumons, certainement, ils devaient avoir quelque chose qui se rapprochait, mais c'est pas certainement pas la même position que nous. Puis est-ce qu'il y a des vaqueros ont trouvé d'autres objets avec? Parce que nous, on a des couteaux, des médailles, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a connaissance d'existence d'objets qui étaient avec les corps? Oui, il y avait d'autres objets. Il me semble qu'il y avait des sortes de petites sphères métalliques. Il y avait des sortes de cailloux avec des formes un peu... Enfin, si je vous dessine la forme, vous allez penser, c'est parce que ça ressemble à des ovnis. Bon, c'est sûrement le hasard, mais ça ressemble à des ovnis quand même. Où vous aviez aussi, il me semble, des formes avec des têtes d'animaux, il me semble. Ouais. Ensuite, pour ce qui concerne les corps, la chance extraordinaire qu'on a, mais vraiment extraordinaire, parce que c'est quand même pas donné tout le temps de découvrir des corps comme ça, qui ont tous leurs organes internes, qui ont pratiquement tout, quoi, alors qu'ils ont 1000 ans, 2000 ans. Ça, c'est une chance extraordinaire. La chance extraordinaire, c'est qu'ils ont employé une technique que personne, en France, on le connaissait, mais on aurait pu savoir ce que c'était en France, hein, mais aucune culture jusqu'à présent découverte n'a utilisé cette technique pour conserver. Ils ont plongé les corps dans de la diatomite. C'est pour ça que vous voyez ici à gauche un corps qui est plutôt blanc. Il a dû être rediatomisé, je ne sais pas si ça existe comme verbe. De la diatomite, c'est une substance, une sorte de cristallisation qui a lieu à base d'une algue monocellulaire et qui a des propriétés antiseptiques. Donc déjà, ça élimine les virus, les bactéries et tout ce qui s'attaque au tissu. Fongicides, donc bien sûr les champignons, mais surtout c'est un dessiccateur. C'est-à-dire qu'en plus, mais c'est pas un petit dessiccateur, c'est un vrai dessiccateur, hein. En plus, il absorbe l'eau. Donc, les corps se sont retrouvés avec plus d'eau et en plus, un antiseptique dessus. Plus moyen d'attaquer. Dans un désert aride, les virus, il y en a toujours, mais ils n'ont rien pu faire de sérieux. C'est pour ça que finalement, on retrouve les corps avec la peau, donc tous les tissus, les tendons et tout. C'est pour ça que sur les corps, certains, vous allez voir, ils ont des mains, peut-être qu'on le voit ici, je regarde, non, j'en ai pas. Bon, ben, vous avez des corps où les mains sont comme ça, en fait, parce que les tendons à la mort se sont tirés. Vous voyez ce que je veux dire? On tirait les doigts et donc ils ont les mains, voilà, c'est un signe post-mortem, quoi. Ouais. Et alors, ils ont les organes internes. Alors, on ne peut pas les toucher parce que comme s'il y a eu le dessiccateur, c'est du bois. Vous pouvez les casser en deux, mais vous ne pouvez pas les extraire. Et n'oubliez pas, c'est du bois. Un peu comme le bois, quoi, on va dire. Mais au scanner, on peut les voir. Alors, on voit les organes internes. Alors, c'est très intéressant. Là, je ne vais pas montrer, mais je peux vous le montrer. Je vais vous montrer un truc sympa. Enfin, bon, sympa. Je vais vous montrer un truc. Parce qu'ils ont des organes qui sont différents des nôtres. Et il y en a un qui est particulièrement étonnant. Vous savez, tout à l'heure, on a vu Joséphina, elle avait 3 œufs. Hein, vous vous rappelez? Donc alors, là, ici, vous avez ces 3 œufs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Sur ces 3 photos-là. On les voit bien. Ils sont de formes différentes, très légèrement. Ils sont de tailles différentes aussi. Mais ils sont dans des positions un peu variables, vous savez. Alors qu'ils soient de taille et de forme différentes, ça n'est pas... je veux dire, ce n'est pas anormal. Il y a des animaux qui pondent leurs œufs, mais dans leur ventre, ils ont des œufs qui sont à des étapes différentes, comme la poule par exemple. Aujourd'hui, elle va pondre un œuf, mais demain aussi. Vous voyez? Mais l'œuf qu'elle pondra demain, il est déjà dans son corps. Mais il a une étape différente de celui qu'elle va pondre aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est pour ça que les œufs ne se ressemblent pas. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez ici... Ah non, vous ne voyez pas. Ah, oui, d'accord. Voyons voir.
Si je fais ça. Ah, voilà, on le voit. Oui, pardon. Alors là, vous avez donc voilà, les œufs. Et là, vous voyez ici, on a découvert l'année dernière un 4e petit œuf qui était dans l'oviducte. Donc on voit son système de reproduction, vous voyez. Et si vous l'étudiez d'un peu plus près, vous allez voir comment les œufs circulent à l'intérieur et d'où ils viennent, où ils vont. C'est extraordinaire. C'est pas du tout comme ça chez nous. Mais voilà. Alors vous avez ça. Et alors là à droite, vous avez vu ici à droite. Alors ça, c'est formidable. Vous devinez ce que c'est? Oh non, allez. Intuition. Intuition. Qu'est-ce que ça peut être ce truc? Personne? Un crocodile. Pardon? C'est à l'intérieur d'un œuf. C'est à l'intérieur d'un œuf. C'est grâce au scanner. Grâce au scanner, on a pu sortir ça à l'intérieur d'un œuf. Vous voyez, c'est formidable. C'est une découverte faite en France. Ouais. Et c'est pareil, il y a d'autres systèmes qui nous sont complètement inconnus. Leur système alimentaire, il est différent du nôtre. Ils n'ont pas un palais en haut comme nous, plutôt en bas, vous voyez. Et en plus, leurs aliments ne semblent pas passer par le trou occipital. Voilà. Ils ne semblent pas passer par là. Ils semblent suivre une autre trajectoire avec un canal qui longe la colonne vertébrale. Alors non, ils ne mangent pas comme nous des gros morceaux. Soit ils picoraient, soit ils aspiraient, comme quand on aspire dans une paille. Et qu'est-ce qu'ils devaient manger alors? Alors là, on n'a pas analysé encore, mais il faut savoir que... attendez. Je ne me rappelle plus où, laquelle c'est. Il y en a une, je me demande si ce n'est pas Maria. Il y en a une où on voit encore dans son corps, c'est peut-être Maria, comment on appelle ça? On voit ses selles qui ont été pétrifiées aussi. Les petits gris n'avaient pas de dents et il me semble qu'elle en a. C'est une bonne question. J'ai oublié, je m'excuse, ça fait 2 ans que je suis sur le dossier, mais il y a des questions que je revois rarement. Alors, et cette question-là qui est importante malgré tout, je ne sais plus pour Maria. Je crois Maria, elle a des dents, mais les petits, je ne suis pas sûr. À moins qu'on ne soit pas encore au courant, mais ça ne me dit rien. Pardon? A priori. Les petits, c'est pas sûr, ouais. Ils ne devaient pas avoir de dents, mais elle, peut-être, oui. Système respiratoire, système alimentaire, système de reproduction. Ouais. Une autre question? Non, on va conclure. Merci pour cet après-midi très enrichissant. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Merci.